Bonjour à tous. Aujourd'hui, voici une vidéo un peu particulière. Pas de leçon d'étiquette, simplement un témoignage. L'histoire de mon mariage, ou plutôt l'histoire de notre mariage, mais avec mon point de vue. Et ça va sûrement vous donner des indices de comment j'en suis arrivée à ouvrir le site Apprendre les bonnes manières. Bon, ça ce sera à la fin. Vous verrez bien, ce sera la conclusion naturelle et normale de cette histoire. Alors, donc, j'ai rencontré mon mari, enfin celui qui sera mon mari, en 2008. Nous nous sommes rencontrés en Australie, à Sydney, lors des JMJ avec le pape Benoît XVI. Excellent pape. Bon, j'étais la première à ce moment-là à me moquer les JMJ, c'est la plus grande agence matrimoniale du monde. Bon, et moi aussi j'ai rencontré mon mari là-bas. Bon, donc 2008. En 2013, nous nous sommes mariés. Très beau mariage, voilà, c'est un grand mariage avec tout le tralala. Bon, très bien. Et ensuite, 2014-2015, bon, la première année de mariage, je ne vais pas dire que c'est la pire année de ma vie. Malheureusement, il y en a eu des pires, mais ce n'était pas une année heureuse. Ni pour mon mari, ni pour moi. Ça n'allait pas. Après ce grand mariage, tout de suite, le vide, rien. En préambule, sachez-le, mon mari est quelqu'un de bien. Il rentre dans l'immense catégorie des gars bien, the good guy. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec la violence, avec l'alcool, avec le sexe, avec la pornographie, avec les drogues, des penseurs compulsifs, ou une addiction de quelque sorte. Non, il fait partie des gars bien. Alors, nous nous sommes mariés, et là, écoutez, donc je travaillais, il travaillait, je me débrouillais en semaine pour faire tout le ménage, toutes les courses, comme ça, en week-end. On aurait enfin du temps pour passer, voilà, faire des activités ensemble, aller au restaurant, passer du temps ensemble, sortir. Bon, et rien. Et il y avait comme s'il traînait des pieds tout le temps. Il n'avait pas envie de passer du temps avec moi. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il veuille passer du temps avec moi, qu'il prenne l'initiative, bon, comme toutes les femmes, voilà. Et non, c'était toujours à moi de lancer une idée, de proposer, Bon, ben, il faisait, on en allait au restaurant, voilà, mais rien. Déjà à cette époque, non seulement il faisait beaucoup de sport, avant le mariage il faisait déjà plus de 10 heures de sport par semaine, bon là on est monté à 20, tout en ayant un travail à temps plein. Donc, pour vous dire, il restait plus beaucoup de temps, quoi. Et le peu de temps qui restait, il le passait avec ses amis. Et, bon, alors, bon, très rapidement, il ne s'écoulait pas une semaine sans que je demande le divorce. Il refusait. J'étais pas heureuse, il n'était pas heureux. Moi je disais, j'ai pas signé pour ça. C'est pas censé être comme ça. Et je finirai pas ma vie comme ça. Séparons-nous, ça sert à rien de continuer, quoi. Bon, on a fait une erreur, tant pis. Bon, il refusait, il refusait. Ça allait de plus en plus mal parce que plus je faisais d'efforts, moins cela fonctionnait. Ensuite, petit retour en arrière, d'où est-ce que je viens? Bon, je viens d'un milieu où tous les couples sont divorcés. Mes parents donc étaient mariés, mais c'était pas un mariage heureux. Et tous les amis de mes parents étaient divorcés ou solo. Étant donné qu'on habitait en France et pas en Pologne, donc je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans avec ma famille, la famille elle était en Pologne. Donc même si les oncles et les tantes étaient encore et en mariage, un mariage heureux, je ne le voyais pas. Donc, j'ai grandi dans un monde euh, sans aucun modèle de couple heureux. Les premiers couples heureux que j'ai vus, c'était la préparation au mariage. Lorsque donc, je me suis mariée, j'avais 27 ans. Donc, c'était à l'âge de 26 ans. Ça formate énormément. Bon, cette première année de mariage était d'autant plus dure que je ne pouvais parler à personne de ce que je ressentais. Et oui, c'était la première année de mariage. Ça devait être génial sur un petit nuage. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux. C'est pas ça. Et surtout, moi, j'étais la petite fille parfaite, la petite Anna parfaite, quoi. Moi, j'ai tout fait dans l'ordre. Moi, j'ai eu les études, le travail, le mari, donc pas les enfants avant le mari. Vous voyez, voilà, la petite fille parfaite, quoi. Et de l'extérieur, j'étais toujours parfaite. Donc, je ne pouvais pas avoir échoué là. Voilà. De plus, donc, deux de mes amis, c'était quand même. Deux de mes amis très proches se doutaient fortement de ce qui se passait, mais je ne pouvais pas en parler, et donc surtout pas aux autres. Pourquoi? Parce que ça aurait été la preuve que, ah, tu vois, Anna, tu as eu tort. Je vais vous dire en quoi. Donc, mon mari et moi n'habitions pas ensemble avant le mariage. Plus que ça, mon mari est le seul et l'unique. Lisez entre les lignes. Mon mari est le premier, le seul, l'unique. J'ai dit mon mari, je n'ai pas dit mon fiancé, mon petit ami. Donc ce qui me restait, c'était la foi. Cette conviction énorme que je fais ce qui est juste, je suis en accord avec ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et par rapport à toutes mes amies modernes, bien ancrées dans le monde, qui disent qu'il faut se tester sexuellement avant le mariage, qu'il faut vivre ensemble, il faut...
moi j'étais la seule exception. J'étais celle qui... Vous faites ce que vous voulez, mais pour moi ça ne convient pas. J'ai des convictions très fortes pour moi, pas pour les autres font ce qu'ils veulent. Mais pour moi ça ne convenait pas. Donc là, admettre que la première année de mariage était un fiasco, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, d'autant plus dur parce qu'on vivait cela très en un cocon très fermé et on ne pouvait en parler à personne. Tout le temps faire semblant que tout allait bien. Bon alors heureusement, je me suis confiée à monsieur l'abbé parce que mes pensées devenaient de plus en plus noires. Là aussi, on reconnaît une grâce extraordinaire. Monsieur l'abbé m'a beaucoup aidée, je pense, par la prière et par le jeûne. Bon. Cela coïncide avec le moment le plus noir de ma vie. Ce moment où j'avais atteint le fond. Je n'en pouvais plus. C'était comme si tout est noir, tout est obscur, et je suis affalée par terre. Je sais pas si... Il n'y a plus de lumière, donc je sais pas si je dois aller à gauche, à droite, devant, derrière. Dès que je fais un mouvement, je tombe encore plus bas. Je suis incapable de rien. Et plus rien. Paralysie, peur. Voilà, le moment le plus sombre de ma vie. Et là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Couchée par terre, affalée et à bout de force, je hurle. Je crie, je hurle. Jésus, viens me chercher. Viens me chercher. Moi, j'en peux plus. Et vous savez ce qui se passe quand vous hurlez au Seigneur de viens me chercher? C'est pas qu'il vient, il court vers vous. Il court vers vous, il vous relève et il vous conduit au Père pour que celui-ci vous console. C'est ce qui arrive. Et c'est ce qui est passé pour moi. Pardon. Et j'ai eu à ce moment-là l'une des grâces les plus extraordinaires qui soit, la grâce de la contrition. C'est-à-dire, je me suis vue à la lumière de Dieu. J'ai vu le monstre horrible, j'ai vu mon âme noire, ce que j'étais. C'était pas mon mari le problème, c'était moi. C'était moi, j'avais tout faux. J'étais tellement orgueilleuse de toujours le corriger, lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit dépenser son argent, comment il doit réagir avec ses amis, comment étendre le linge, toujours le conseiller. Tu devrais, moi à ta place, je ferais ci. Et qu'est-ce que t'en penses si on choisissait le bleu? Je régentais tout. J'étais devenue un monstre, un control freak, voilà, et je savais tout mieux que lui. De plus, malheureusement, j'ai grandi à l'immigration. Et là, comme seul modèle, j'avais donc mon père, qui était, en tout cas, il est mort il y a quelque temps, était l'homme qu'il était. Mais bon, ce n'était pas un exemple. Et je n'avais aucune figure masculine autour de moi, une bonne figure masculine. Donc, j'ai grandi, j'étais le produit de ma génération. J'écoutais les Spice Girls, et puis j'avais tout ce girl power. J'étais féministe, je regardais Sex and the City, je lisais les magazines comme Glamour, Cosmopolitan. Je savais mieux que tout le monde. Étant donné, j'étais convaincue que de toute façon, les filles, c'est pas qu'elles sont les égales de l'homme, enfin des garçons. Non, on vaut bien mieux que ça. On écrase les hommes. Ils sont cons, ils sont bêtes, ils sont idiots. Il n'y a qu'à voir, regardez la scolarité. Ça aussi, malheureusement, c'est un travers de la scolarité mixte en France, dans notre pays. C'est que, étant donné qu'on est regroupés non en groupe de niveau, mais groupe d'âge, de fait, les filles sont plus matures que les hommes à la préadolescence, à l'adolescence. Donc, on grandit avec 20 ans de scolarité, 15 ans de scolarité, avec des garçons bêtes dans notre classe. Et donc, de fait, on projette tout simplement que tous les hommes sont bêtes et idiots. Moi, j'avais en plus projeté ça sur mon mari. J'étais une féministe convaincue et ambitieuse, carriériste, convaincue. Les femmes valent 1000 fois mieux que les hommes. C'était mon a priori et je défendais cette conviction corps et âme, quoi. J'avais beau être catholique, le pape, c'est bien, mais enfin, les femmes sont tout de même plus intelligentes que le pape. Avec un immense orgueil. Ouais, c'est un de mes plus gros péchés. Donc j'essaie de me... C'est pas beaucoup mieux dans ce niveau, mais bon, malheureusement, en confession, il revient encore. Un immense orgueil. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a montré ma vie avec un immense amour et m'a montré que j'étais devenue l'homme de notre relation. Dans notre couple, il y avait 2 hommes, mon mari et moi. Je m'habillais en homme, je pensais en homme, j'avais cet écrasement d'homme, ces convictions d'homme, ce répondant d'homme. Je refusais les actes de galanterie, parce que moi aussi je peux bien m'ouvrir une porte toute seule. Et en même temps, quand mon mari m'offrait des fleurs, ouais, c'est ça. J'étais horrible. Tout ce chemin a pris beaucoup de temps. Mais ce que j'avais, après avoir touché le fond, c'est cette conviction immense que je ne veux plus jamais devenir l'ancienne Anna. Plus jamais. C'est fini.
je veux quoi? Je veux être une lady. Voilà, je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est un anglicisme qui répondait d'ailleurs très bien à cette image lointaine que j'avais, cette femme superbe qui flotte au lieu de marcher, qui a une conversation géniale, qui reçoit les actes de galanterie, qui est aimée, appréciée, qui s'habille bien, qui cuisine bien, qui a des amis, qui a cette légèreté dans la vie. Cet idéal de femme, lady. Voilà, je voyais ça à travers un flou, un filtre, je partais très loin, j'étais vraiment au fin fond du puits, et je me suis raccrochée à ça. Et, et c'est là, vous lisez entre les lignes, c'est là que j'ai ouvert, ça a duré quelques semaines, quelques mois après, mais j'ai ouvert le blog Apprendre les bonnes manières, dont le but était devenir une lady. C'est vrai, je tâtonnais, je recherchais. Bon, j'ai toujours été passionnée par l'étiquette, le savoir-vivre, et ce beau monde. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, allez, d'accord, d'accord, donc c'est ce que je veux. Maintenant, je mets toute mon énergie là-dedans, parce que je veux devenir cette femme. Je ne redeviendrai plus jamais l'horrible monstre que j'étais. Plus jamais. Cette féministe, c'est fini. Plus jamais. C'est pas ça la solution. J'ai essayé, moi. Moi, j'ai essayé. J'ai rempli toutes les cases. Ça ne fonctionne pas. Et, bon, et donc j'ai ouvert le site et je m'intéresse les arts de la table, la conversation, euh, comment s'améliorer. Donc c'est beaucoup de développement personnel et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'a porté, qui m'a porté pendant tout ce chemin. Et chose qui est bien claire dans le monde des bonnes manières, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Ils ont des rôles bien nets, différents. C'était nouveau pour moi, d'accord? Parce que j'ai dû apprendre à être femme, apprendre la féminité, enlever cette carapace d'homme que je m'étais forgée. Et je ne veux pas vous raconter mon histoire passée, mais je veux dire, euh, elle m'était nécessaire cette carapace, elle m'était nécessaire pour survivre. Voilà. Mais maintenant, à l'âge adulte, ce n'était plus nécessaire. Donc je pouvais petit à petit justement laisser tomber cela. Euh, et petit à petit, sont arrivés des gestes comme... ça a l'air bête peut-être de vous dire ça, mais on regarde un film et... c'est toujours pas... Avant, c'est toujours moi qui me pliais au goût de mon mari. Parce que je pensais que c'était toujours... on regarde ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais j'étais... Mon mari était heureux, non, mais choisis-toi. Bon. Et moi, je voulais pas l'embêter avec une comédie romantique ou quelque chose comme ça. Alors que mon mari, comme tous les hommes, sont heureux de faire quelque chose qui plaît à leur femme aussi, de temps en temps. Bon, et tout ça pour dire. Et donc, bon, je suis émue devant les comédies romantiques et je pleure. Je n'avais jamais pleuré devant mon mari, ni devant d'autres hommes d'ailleurs. Mon père avait enseigné à mes frères, et donc à moi au passage, que on ne pleure pas comme une fille. Voilà. Il n'y a que les minables qui pleurent, les losers. Donc moi j'allais pas pleurer. J'allais pas me montrer vulnérable. Et vous savez quoi? C'est au moment où on est le plus vulnérable que notre mari est le plus protecteur. C'est quand on pleure qu'il va passer un bras autour de nous, de nos épaules pour nous consoler. Il ne le fera pas si vous êtes une Wonder Woman. Petit geste comme cela. Plus je grandissais dans la féminité, plus lui était viril, masculin, euh, sans justement que je lui demande rien. Et toute cette charge mentale que j'avais, qui était absolument immense, de toujours tout nettoyer, tout est propre, tout est rangé, faire les courses, faire les repas, cette pression immense que je m'imposais toute seule, et encore on n'avait pas d'enfant. Et tout le temps, je me plaignais, je me disais, il doit faire ci, il doit faire ça, et tu ne m'aides jamais, c'est toujours moi qui fais tout, ça râlait tout le temps. J'ai arrêté tout ça, je ne sais plus, et j'ai appris à remercier. Et ce que je témoigne sur le site, sur le blog, le pouvoir du merci sur les hommes. Vous ne demandez rien, vous ne faites que remercier du plus profond de votre cœur, et votre mari, mais en fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus, quoi. Il est tellement nourri par le merci sincère de sa femme bien-aimée. Bon, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour dire que le féminisme, j'ai arrêté, je suis devenue féminine. Tout ça s'est traduit également, ça a pris encore un levier bien, bien supplémentaire quand j'ai adopté la robe et la jupe au quotidien. Donc je suis historienne de formation, donc par des moyens scientifiques, logiques, rationnels, j'ai découvert que le sommet de l'élégance féminine était la robe et la jupe. Alors, j'ai sauté le pas, je me suis mise à en porter, et là, je n'avais pas appréhendé à quel point ça changeait notre vie de couple. D'être la vraie femme dans le couple, à quel point ça facilite absolument tout, d'un point de vue domestique, professionnel, de l'épanouissement, du couple, des amitiés. Euh, on est enfin à sa place. En tant que femme, la féminité est la réponse à tout cela, pas le féminisme.
Le féminisme emprunte tout le temps le vocabulaire militaire, c'est le champ lexical de la guerre, de la défense, du combat. Il faut lutter, il faut prendre le pouvoir, il faut arracher le pouvoir aux hommes. Il faut... Non, 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 c'est faux, c'est faux. Alors, vous ne me prenez pas sur ce que je dis. Euh, il y a eu de nombreux combats féminins menés en France et c'est excellent. Mais je veux dire, c'est bon, ça fait depuis 50 ans que les femmes ont le droit de voter, ont le droit de divorcer, ont le droit d'ouvrir un compte bancaire, de gagner leur propre argent. C'est bon tout ça, d'accord? Donc maintenant, n'allons pas trop loin dans cette extermination des hommes. Parce que ce n'est pas la solution. Et parce que, aussi douloureux que ce soit à admettre, mais nous avons besoin des hommes. Et ils ont besoin des femmes. Nous avons besoin les uns des autres. Attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes célibataire, vous avez échoué votre vie. C'est pas ça. Mais osons admettre, nous avons besoin des hommes. D'un point de vue émotionnel, professionnel, familial, amical. Nous en avons besoin. Les hommes sont formidables. Et ça, c'est, je pense, la plus grande découverte que j'ai faite en devenant féminine, c'est que les hommes sont intelligents. Écoutez, vous allez vous moquer de moi, mais je ne le savais pas. J'ai grandi dans un moule et je me suis construite telle que les hommes sont bêtes, sont stupides. Bon, il y en a qui sont moins stupides que d'autres, mais ils sont limités. Et là, à l'âge adulte, j'ai totalement changé ma relation avec les hommes. Aujourd'hui, j'ai 2 amis hommes, qui ne sont pas par le biais des amis de mon mari, mais que je me suis faite moi-même, indépendamment de mon mari. Ils sont intelligents, doués, compétents, drôles. J'ai tellement de respect pour eux, d'estime pour eux. Cette amitié m'est tellement précieuse. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne regardais jamais les hommes comme des êtres intelligents. Et ça change. Enfin, c'est se mettre des lunettes sur sa vie. Donc, considérer un homme comme quelqu'un d'intelligent. Et pas un homme stupide, une brute épaisse. Non. Tout ça, c'est du témoignage personnel. Je le conçois, c'est peut-être pas pour vous. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas eu à faire tout le chemin que j'ai fait, parce que je reviens de loin. Toujours est-il que je ne reviendrai plus jamais à ce monstre d'égoïsme, d'orgueil, de féminisme que j'étais. Absolument pas. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est tellement génial. Vous savez, quand on est petite, vous avez les Walt Disney, et là, toutes les féministes vont vous dire « Ah non, non, mais ils se marièrent et vécurent heureux, ça marche que dans les dessins animés. » C'est faux. C'est faux. On peut se marier et être heureux au quotidien. Alors, oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est pas les montagnes russes, mais pas du tout. C'est des petites vaguelettes, quoi. Et encore, on n'a plus de désaccord avec mon mari. Il a son point de vue, j'ai le mien. On n'a pas fusionné, loin de là. Mais il n'y a pas cette guerre, Avant de terminer, je vais anticiper la réponse à une de vos questions. Quel a été peut-être ce moment déclic et ce moment où il m'a fallu demander pardon à mon mari? Chose que je ne savais pas faire. Déjà, demander pardon, c'est dur quand on avait un orgueil comme le mien, mais en plus à son mari. Alors, donc je devais demander pardon à mon mari. Je me suis préparée à ça pendant au moins 3 semaines. Et je n'ai pas réussi. C'était beaucoup trop difficile pour moi. Donc, vu que je m'étais quand même fixé cette date butoir de 1 semaine j'ai échoué, 2 semaines j'ai échoué, la 3e j'ai échoué aussi. Enfin, non, c'est la 3e chance que j'avais. Bon. J'ai envoyé un texto. Un texto où je te demande pardon pour... Et j'ai numéré les différentes choses bien concrètes. Et là, rappelez-vous, c'était le moment le plus noir, le plus sombre de ma vie. Et là, déjà sachez que normalement, en fait, quand j'envoyais un texto ou j'appelais, mon mari ne répondait pas, parce qu'il était au travail, parce que il faisait autre chose, ou du sport avec ses amis, justement, enfin bon. Donc, les textos, nous, on n'a jamais eu de conversation par texto, quoi. Les réponses, elles sont à 3 heures d'intervalle, 8 heures d'intervalle. Bon. Toujours est-il que là, j'ai envoyé ce texto de pardon. Mon mari a immédiatement rappelé. Chose que je ne savais même pas décrocher le téléphone, tellement c'était nouveau pour moi. Il me rappelait. Et là, il a parlé, j'ai envie de dire, comme au premier jour. Il était tellement heureux, il a rien dit sur le contenu du message, mais je sentais sa voix qui était cassée. Donc moi j'étais en larmes au téléphone, je ne pouvais pas le faire voir parce qu'on ne pleure pas devant un homme, mais au téléphone on ne pleure pas. Il avait cette voix presque cassée. Il était tellement heureux. Je ne l'avais pas vu entendu aussi heureux depuis des mois et des mois et des mois.
Et il a parlé juste de sa journée, de ce qu'il faisait, voilà, il me racontait juste l'anecdote de ce qui se passait aujourd'hui dans sa journée, avec un ton badin, heureux, joyeux, et comme si il avait fait abstraction de l'horrible Anna que j'avais été pendant les 2 dernières années, et comme si on reprenait notre relation au premier jour. À ce moment-là, pour moi, bon, ça a été justement la chute encore plus bas, c'est ce qui m'a fait encore tomber plus bas, parce que c'est ce qui m'a fait comprendre à quel point j'avais été horrible, à quel point, avec mon... je l'avais étouffé, je l'avais privé d'oxygène, à quel point justement c'est un homme heureux et florissant et joyeux, et moi je l'avais éteint par mon comportement à moi, mes ordres, mes conseils non sollicités, mais moi je sais tout mieux que tout le monde. Ma fausse modestie, demander pardon, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. En tout cas, enfin, c'est des mots en l'air, mais le vrai pardon qui sort du cœur, demander pardon, on ne nous l'apprend pas malheureusement. Et pourtant, moi, ça a changé ma vie. Et la nôtre, au passage. Donc tout ça pour dire, vous voyez à peu près cette histoire d'où mon combat actuellement. Oui, là c'est un combat utilisant le vocabulaire militaire, mais pour la féminité, pour que vous puissiez, vous aussi, devenir féminine, épanouie. Si cette vidéo peut aider une seule personne, voilà, c'est déjà que tout mon effort de mettre ça en ligne, parce que c'est pas facile de dire tout ça sur YouTube publiquement, mais si cette vidéo peut aider une seule d'entre vous à sortir du piège du féminisme, à retrouver, enfin trouver, découvrir, faire connaissance avec sa propre féminité, ça sera génial. C'est déjà, mon but sera atteint. Je vous assure que la féminité est la solution. Maintenant, pour moi, il y a tout un discours religieux qui va avec, c'est lié à ma conversion, bien entendu. Pour vous, peut-être que ce ne sera pas le cas, et je ne suis pas là pour vous convertir de force à la religion catholique, pas du tout. Mais à ce moment-là, juste par rapport à votre couple, entrez dans la féminité et vous allez voir que c'est la solution à 1001 problèmes que vous avez. Et ça fera disparaître votre charge mentale. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Dans tout ça, j'ai redécouvert que mon mari était intelligent. Mon mari est 1000 fois plus intelligent que moi. J'ai épousé un homme extraordinaire, bien supérieur intellectuellement à moi. Oui, et très chère lady, si vous n'avez pas encore passé le cap du mariage, si vous recherchez l'homme de votre vie, si vous vous apprêtez à vous marier, posez-vous bien la question. Est-ce qu'il est plus intelligent que moi? J'espère que la réponse sera oui. Épousez un homme plus intelligent que vous. Quelqu'un qui pourra vous élever intellectuellement et vous élever sur d'autres niveaux également. Qu'on se le dise tout de suite, il y a je ne sais combien, 11, 22, ça dépend des classements, types d'intelligence différentes. Ce n'a pas forcément à être l'intelligence académique. Mais, très chère lady, c'est important pour vous, pour votre propre développement, que votre futur mari vous soit supérieur, que ce soit quelqu'un vers qui vous avez envie de monter et vous élever. J'ai découvert mon mari comme quelqu'un tellement brillant, intelligent, doué. Je n'ai même pas assez de mots à présent pour qualifier mon mari. J'ai épousé l'homme le plus merveilleux au monde. Et chaque semaine, je découvre d'autres degrés de son intelligence, de sa générosité. Bref. Tout ce chemin de la féminité m'a appris tellement de choses. Mais l'une d'entre elles, c'est que le mariage est merveilleux. Les hommes sont intelligents. Mon mari à moi est l'homme le plus extraordinaire au monde. Et grâce à tout ce chemin, grâce à lui, j'ai appris qu'il y a des millions d'hommes dans le monde qui sont comme lui. Et c'est juste qu'ils sont accablés par les femmes, écrasés par les femmes, manipulés par les femmes. Je mets de côté tout ce qui est violence. Ne me faites pas rentrer sur ce chemin, d'accord? Bien sûr que je suis contre la violence faite aux femmes et la violence faite aux enfants et la violence faite aux personnes âgées et tout. Mais ce que j'ai dit en introduction de cette vidéo, un gars bien, the good guy, celui qui n'a aucune addiction à l'alcool, à la drogue, un gars bien. J'espère que vous rencontrerez un homme pareil. Et surtout que vous pourrez être la personne qui va lui l'élever justement en vous, en vous mettant à un niveau inférieur. C'est pas vous abrutir, c'est pas vous descendre, c'est pas vous rendre idiote, pas du tout. Mais tout simplement trouver ce bon milieu, féminité et masculinité, pour que vous puissiez être complémentaires. Voilà. Allez, très bien. Je retourne à ma belle vie et à mon extraordinaire mari.
Et donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, sur mon témoignage, je sais qu'il est un petit peu lacunaire, mais c'est l'émotion qui fait ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je tournerai probablement d'autres vidéos à ce sujet. Il faut que j'en prenne le courage. Et pour approfondir certains points énoncés dans cette vidéo-là, mais tout simplement, je souhaitais vous partager cela, cet immense changement de vie que j'ai eu, et je souhaiterais que vous puissiez en profiter. Vous, toute femme, mérite d'avoir le bonheur que j'ai au quotidien. Ce bouquet de fleurs, mon mari l'a fait livrer hier, pour moi. Peut-être encore un dernier mot pour les croyants, pour la façon de prier. Alors, ce que j'appelle la prière des riches, bon, il ne s'agit pas d'argent, mais la prière des riches, c'est Jésus, montre-moi où je dois aller, à gauche ou à droite. Montre-moi la lumière et je vais y aller, je vais suivre la route. La prière des pauvres, des misérables, de ceux qui sont écrasés au sol. C'est incapable, montre-moi, on voit rien. Non. Jésus, viens me chercher. Il viendra. Il viendra. Si vous en avez besoin, ce cri du cœur, vous pouvez même le hurler avec votre voix, ça suffit. Je vous assure que ça changera votre vie. Je ne souhaite à personne la douleur liée à la contriction. Mais en même temps, je souhaite à tout le monde d'expérimenter cette grâce, de se voir à la lumière de Dieu. Aussi douloureux que ce soit. Mais bon, c'est lié, la douleur va avec cet immense amour. Mais enfin voilà, juste bon, c'était pour un petit mot comme ça par rapport à la prière. Je vous remercie pour votre attention, surtout si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis des mois, mais dire tout cela et le lancer comme ça sur YouTube, j'ai eu beaucoup du mal, beaucoup de mal, et de quelque sorte, j'ai passé un contrat avec Jésus en disant, écoute, si tu me promets que ça va aider une seule personne, si mon témoignage aide une seule femme, une seule jeune femme, ou femme âgée, peut-être une seule femme, je le fais. Allez, très bien. Je vous dis à très bientôt, et phrase de fin, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.